Voilà, alors nous allons aborder maintenant la table ronde. J'espère que ça va, vous tenez encore le coup. Vous avez des questions à poser. Enfin, on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas faire cette table ronde trop longue, mais on trouve que c'est quand même intéressant pour vous de poser vos questions. Alors je vais demander aux orateurs de bien vouloir s'installer ici devant, comme ça ce sera peut-être plus facile pour pour répondre aux questions. Donc voilà, j'invite Madame Winkens, Monsieur Chovanec, Monsieur Dehan et toutes les personnes qui sont intervenues, Monsieur Moreau. Installez-vous et je vais laisser la parole à Madame Van der Stickelen qui va mener cette table ronde et qui va l'animer. Voilà. Voilà, merci. Merci aux intervenants. Alors, on se donne un quart d'heure, puisque tout le monde a faim. Il y a une chaise plus haute. Je ne sais pas qui va oser la prendre. Voilà, merci. Est-ce que je pourrais vous donner comme consigne peut-être de poser les questions les plus larges possibles. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, d'une question très, très précise, un des orateurs, on mange ensemble, donc vous aurez encore l'occasion. Voilà, puis-je vous demander de poser. On va d'abord prendre deux, trois questions. En voilà déjà une. Est-ce qu'il y aura un micro dans la salle? Voilà. Là-bas. Monsieur? Ce sera plus facile de l'autre côté. En voilà déjà une. Une deuxième? Il n'y en aura qu'une, c'est facile alors. Oui, pardon. Claire sera la deuxième. Et une troisième? Eh bien, on prend ces deux-ci. Je vous en prie. Présentez-vous peut-être. Alors, je m'appelle Marie-Pierre Depart. Je suis professeure ici à la faculté de psychologie dans l'orientation logopédie. Et donc, dans mes attributions d'enseignement, si je peux dire au sens large, j'ai bien sûr l'enseignement des connaissances dont on a parlé, mais j'ai aussi l'encadrement et la responsabilité avec ma collègue Virginie Crollen de l'encadrement des stages en 4e et en 5e année de master. Et donc nous nous trouvons confrontés à un certain nombre d'étudiants qui sont en statut PEPS ou non, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ne sont pas en statut PEPS mais qui sont en grande difficulté psychologique. Et donc, nous sommes en réelle difficulté par rapport à ces étudiants-là, dans la mesure où il n'y a pas de secret partagé et l'étudiant peut se retrouver en grave difficulté dans le champ professionnel, qui est un champ professionnel d'une relation d'aide à d'autres personnes. Et donc, l'étudiant est en difficulté, le maître de stage est en difficulté parce qu'il n'a pas non plus les informations, ou en tout cas, il a les informations que lui communique l'étudiant, mais qui ne sont pas toujours suffisantes pour ajuster et se faire encadrer au mieux. Et puis, il y a la difficulté de l'encadrement académique avec toute l'équipe d'assistants, de collaborateurs pédagogiques qui, bien sûr, redoublent d'attention pour ces étudiants-là, mais nous reconnaissons ensemble, même si nous avons des réunions de synthèse, de grandes difficultés à pouvoir intervenir au mieux. Or, beaucoup de ces étudiants-là sont en grande difficulté et cumulent les échecs d'interruption de stage, d'échecs de stage, et donc ça ne fait que renforcer un processus. Merci. Première question. On va prendre la deuxième avant d'y répondre et j'ai l'impression qu'elle s'adresse à Monsieur Moreau. Enfin, c'est un témoignage, mais sous-entendu, la question, que fait-on du secret professionnel dans ces cadres-là, avec toutes les difficultés? Alors, oui, Claire Joassard, ici, monsieur. Oui, bonjour, je suis l'accompagnatrice pédagogique pour la faculté de psychologie et psychologue par ailleurs. Donc évidemment, la question qui vient d'être posée concerne la faculté de psychologie, logopédie, donc les sciences humaines. C'est vraiment une question que je me pose en tant que psychologue d'un côté, accompagnatrice de l'autre. Quelles sont les informations que je peux transmettre? Donc dans le cadre de mon travail, je dois amener les demandes d'aménagement des étudiants. Jusqu'où est-ce que va les informations à transmettre au président de jury qui doit prendre la décision des aménagements qui seront octroyés, notamment pendant les stages? Est-ce que c'est simplement étudiant en PEPS, point final? Est-ce que c'est étudiant avec trouble de santé mentale? Donc c'est déjà qualifié quand même le trouble. Est-ce que c'est encore plus loin? Est-ce que c'est dans le détail? Alors c'est toujours la question, évidemment on fait signer à nos étudiants qui doivent toujours accepter les informations qui sont données sur eux-mêmes.
Mais c'est vrai que si la personne en face de nous, donc le président de jury en l'occurrence, n'a pas certaines informations, peut-être que parfois ça pourrait se faire au détriment de l'étudiant. C'est-à-dire qu'il pourrait dire ben non, ça c'est pas possible dans un stage, chez nous c'est comme ça. Alors que s'il commence à comprendre davantage la situation, il pourra peut-être être plus ouvert. Donc parfois, voilà, on sait qu'on a vraiment ce secret professionnel strict, qu'on ne doit pas aller plus loin qu'une certaine limite, mais on sait aussi que pour l'étudiant, voilà. Merci Claire. Pardon, je suis un peu longue. Comme on a peu de temps, je me permets donc 2 questions autour du secret professionnel. Je vous rappelle que nous avons un atelier à ce propos-là aussi tout à l'heure. On pourra approfondir ces questions, mais on sent que c'est un sujet important. Monsieur Moreau. Mais la réponse va être assez brève parce que j'ai aussi exercé cette fonction-là et je me suis posé cette question. Mais en réalité, alors que ce soit chez nous à l'école de criminologie, il y avait un responsable académique des stages, vous parliez du président du jury, ce sont 2 fonctions où les enseignants n'enseignent pas. Ce sont des fonctions qui sont des fonctions à la fois d'écoute et de décision. Et donc, je pense que la personne qui exerce cette fonction-là, de même, par exemple, que celui qui encadre des stages et qui a une mission de supervision, on sait très, très bien que dans les supervisions de stages, il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau personnel. À partir de ce moment-là, on n'est plus dans une fonction d'enseignement, on est dans une fonction où la confidence est essentielle et donc vous êtes tenu au secret professionnel. Et donc, il y a un moment donné, simplement, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est faire confiance au niveau de la faculté, au niveau du jury. Il y a des choses que le président du jury connaîtra, qu'il ne va pas partager avec le jury. Et je pense qu'une des manières d'en sortir, c'est de effectivement faire confiance à la décision qui sera prise par celui qui a été choisi par ses pairs pour exercer cette fonction. Et donc, il y a des décisions qui se prendront par l'accompagnateur du stage ou le maître du stage au niveau de la faculté ou de l'école, qui seront des décisions qui devront être respectées par le jury, parce qu'il y a ce lien et que des informations ne peuvent pas être communiquées à tout le monde. Merci, Monsieur Moreau. Alors, je vais également donner la parole à Bénédicte Rasson, puisque vous êtes également responsable de stage. Peut-être vous avancez près du micro ? Très bien. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je travaille avec les étudiants qu'on a. Et c'est vrai que quand on rencontre des difficultés avec des étudiants qui sont en situation délicate, il m'est arrivé que les étudiants me racontent leur vécu pour expliquer une situation. Et je discute toujours avec l'étudiant de savoir ce que je peux communiquer et ce que je ne communiquerai pas au reste de l'équipe. Et même à certains moments donnés, je prends distance, je me dis maintenant je fais confiance à l'équipe par rapport à l'évaluation, parce que il m'est arrivé de connaître des choses qui sont tellement lourdes que ça devient difficile d'avoir un regard plus objectif alors par rapport aux compétences professionnelles. Merci. Est-ce qu'il y a... On poursuivra dans les ateliers, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a alors Jacques Laffineur et encore une autre et Madame. Et voilà. Merci. Donc moi je suis étudiante et maintenant je suis étudiante à Leuven où j'ai l'équivalent du statut PEPS. Mes questions sont... ma question est plutôt pour les étudiants qui ont des troubles donc, de la santé mentale ou du spectre de l'autisme ou des maladies chroniques. Souvent, les diagnostics se font attendre. On a vu dans l'une des présentations que ça prenait 2 ans, 7 ans. Dans certaines maladies, la moyenne de délai va jusqu'à 20 ans, c'est-à-dire que les personnes sont diagnostiquées à 40, 50 ans. Pourtant, les premières difficultés, je pense qu'on rencontre, sont parfois dans la scolarité et se manifestent également quand on arrive dans le supérieur. Et on prend conscience que ça peut être handicapant. Et donc, à ce moment-là, comment est-ce que l'université aide les étudiants qui n'ont pas accès au statut PEPS parce que non diagnostiqués, en accompagnant soit au diagnostic, soit autrement. Merci. Et Jacques Laffineur. Merci. Peut-être davantage une réflexion qu'une question à laquelle je n'ai jamais d'ailleurs été confronté personnellement, mais j'entends dire de la bouche de certains accompagnateurs pédagogiques donc qui accompagnent des étudiants bénéficiant du statut PEPS, que lorsqu'il dialogue avec un enseignant pour lui faire part, dans le contexte du secret partagé, de certaines difficultés propres à tel ou tel étudiant, l'enseignant peut être amené à essayer d'en savoir davantage parce qu'il ne marque pas son accord sur l'aménagement qui est proposé. Et donc, ça, c'est une difficulté,
je dirais, qui est liée au SCRE, mais qui est aussi liée au type d'aménagement qu'on peut offrir aux étudiants PEPS. Ok, merci Jacques. Alors, moi je propose que pour répondre à Madame qui est étudiante, je donne la parole à Alain Lutz et à Bernard Dehan, et puis à Muriel Sac. Je répondrai. Je pense que c'est à l'étudiant de toute façon d'être responsable de ses soins, et donc pour se faire diagnostiquer, ça reste la responsabilité des familles ou de l'étudiant de faire les démarches. C'est pas l'université qui va pouvoir anticiper ces démarches-là. Donc effectivement, parfois des gens ne sont pas diagnostiqués. C'est à eux, éventuellement, s'ils ont eu des soucis à l'école ou des choses comme ça, d'avoir la puce à l'oreille, de se dire peut-être qu'il est utile d'aller faire la démarche du côté des soins, du côté du psychiatre ou des psychologues pour éventuellement faire un diagnostic si nécessaire. Mais ça reste pour moi vraiment l'étudiant qui doit se prendre en charge par rapport à ça et de voir dans quelle mesure concrètement il est en difficulté dans les études. Et alors à ce moment-là, les aménagements seront possibles. Voilà comment... Merci. Je voudrais dire un mot parce que vous venez de la KUL et je pense que la KUL est beaucoup plus efficace dans ce domaine, comme d'ailleurs pas mal d'universités à l'étranger. Quand on voit par exemple à l'université de Lausanne tout ce qui est mobilisé pour la prise en charge des étudiants en difficulté, c'est colossal. C'est plusieurs psychiatres, un grand nombre de psychologues qui ont la possibilité d'entamer des psychothérapies. Et effectivement, ici à l'université, c'est assez désertique parce que le service d'aide aux étudiants n'a pas une vocation psychothérapique, ils sont déjà débordés. Et qui est-ce qu'ils ont en aval? À peu près personne. Donc moi je les aide, je suis là 2 demi-jours par semaine et le reste du temps je suis évalué. C'est tout à fait insuffisant. Et donc par rapport aux autres universités, on a un retard considérable selon moi. Joseph Skovanec, vous souhaitiez également intervenir? Après Muriel. Okay. Alors, moi, je vais répondre par rapport donc, à la demande et l'exigence que nous avons pour le moment d'avoir un diagnostic pour pouvoir bénéficier d'un statut PEPS. C'est vrai que, voilà, pour le moment, le décret le demande. C'est pas tout à fait inclusif, hein, puisque l'inclusion, ça devrait être, on accepte les personnes avec les différences et on met en place un enseignement qui leur permet finalement de trouver réponse à leurs difficultés, à leurs troubles, moyennant peut-être une pédagogie qui sera peut-être différente et plus appropriée. Mais je n'ai pas de réponse à votre question, parce que pour le moment, c'est vrai qu'un étudiant qui, en tout cas ici à l'université, qui souhaite bénéficier d'aménagements raisonnables pour une raison d'un trouble de santé mentale, il va devoir faire une démarche pour avoir un diagnostic. Alors ce que on fait, c'est vrai que souvent ces étudiants arrivent quand même avec un passé qui est important, et donc généralement ces étudiants, on va lui proposer d'aller rencontrer le médecin des étudiants du service d'aide, et là le médecin, sur base d'éléments que l'étudiant va lui rapporter, va peut-être lui décider de dire ok, on va te donner le statut sous réserve 2. Tu auras donc les aménagements, mais tu devras apporter à un moment donné la preuve de ton diagnostic. Ça, c'est un petit peu la solution transitoire que nous avons ici et que nous proposons à nos étudiants. Merci. Solution transitoire qui existe aussi dans d'autres universités, si je peux me permettre d'ajouter. Mais j'oserais être méchant. Ça va me valoir des ennuis peut-être, mais peut-être pour être méchant quand même. On a été très tiraillés sur cette question. En effet, il est scandaleux, inadmissible qu'il y ait ces délais d'attente, parfois de très longues années, pour un diagnostic d'autisme ou autre. Ceci étant, dans beaucoup de cas, ce délai, on va dire, d'attente, premièrement, eh bien, malheureusement, il élimine l'enfant du système scolaire et donc, du coup, on ne le retrouve pas à l'université. Donc, ce problème, on va dire, des délais de diagnostic concerne des instances avant l'université. Donc, ça, c'est un premier point peut-être. Un autre point, c'est qu'on s'est beaucoup demandé, est-ce que c'était à l'université de mobiliser l'un de ces médecins? Vous avez parlé du cas de Lausanne, que je connais un peu par hasard. Est-ce que c'était à l'université de mobiliser ses propres médecins pour accélérer les diagnostics ou les faire? Après longue discussion, on s'est dit que peut-être pas tellement. Parce que si l'université peut faire un diagnostic en un claquement de doigts,
c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus. Il y a un certain nombre de gens qui ont cru comprendre que c'était une bonne piste pour faciliter leurs études, plus tard leur emploi à l'université, parce que comme l'université n'a pas assez d'enseignants-chercheurs en situation de handicap, il y a des petits malins qui ont compris la combine. Donc, l'idée que si la personne a un diagnostic préalable à son entrée à l'université, c'est une sorte de gage d'objectivité, parce que le diagnostic n'a pas été obtenu dans une fin utilitariste. Pardon si ma phrase est embrouillée. Et ça, c'est une première chose. Et un autre point, c'est qu'on observe par la pratique que les personnes les plus en difficulté sur le plan, on va dire, médical, qui ont par exemple une forme d'autisme qui, les exclut très fortement, on va le dire comme cela, la phrase n'est pas très correcte, mais vous voyez un peu ce à quoi je fais allusion. Eh bien, ces personnes-là ne deviendront pas spontanément étudiantes, vous voyez. Donc, les personnes qui réclament un diagnostic, une fois qu'elles sont déjà à l'université, j'allais dire, ce sont les personnes qui ont souvent le moins de problèmes. Donc, ma position est un petit peu, je dirais, provocatrice, on est bien d'accord. Je sais que ça va un peu à contre-courant, mais nous avons aussi cette nécessité de veiller à limiter certains abus. Et dans le monde de l'autisme, les gens les plus revendicatifs sont en fait les moins autistes, ou parfois pas autistes du tout. Et les personnes qui auraient le plus besoin, on va dire, d'accompagnement et de soutien sont ces personnes qu'on ne voit pas, qui ne revendiquent jamais, qui n'exigent rien. Et c'est précisément sur ces personnes-là que nos moyens doivent être, je dirais, dirigés. Et donc, c'est peut-être ce principe de justice qui peut expliquer ma position un peu bizarre ou un peu provocatrice en apparence. Bon, à discuter, bien sûr. Pardon. Peut-être pour vous également, Madame Widjen, qui êtes vraiment très en amont de l'université, est-ce que vous partagez cette idée que ces diagnostics doivent être vraiment posés très tôt et aideraient les étudiants ? Je pense que ce micro fonctionne bien. Okay. Mais il est clair que notre centre de diagnostic a été créé pour effectivement mettre des diagnostics de plus en plus tôt. Et donc, pour toute une série de jeunes, les diagnostics vont être mis dès l'enfance. Ceux qui vont être plus problématiques, ce sont souvent des adolescents qui vont avoir des problèmes de socialisation et donc avec un comportement particulier, des caractéristiques qui ont été présentes dans l'enfance et puis des moments plus compliqués qui adviennent au moment de l'adolescence. Mais je pense qu'effectivement, a priori, avant l'arrivée à l'université, souvent le diagnostic... Alors, voilà, je pense de plus en plus, étant donné qu'on a maintenant 15 ans de recul en termes de centre de diagnostic. Donc, je pense qu'effectivement, on va probablement avoir la possibilité de diagnostiquer plus. Maintenant, c'est vrai que les diagnostics chez les personnes adultes, c'est très compliqué. Il y a très peu de monde qui le font. Et donc, ça reste compliqué. Merci à tous les orateurs. Je vous propose de les applaudir et puis on poursuit en atelier.